Paré Marafovitz, merci d'être avec nous dans Autrement dit ce soir. Vous présidez les Jeunes Socialistes. Plus maintenant. Ah bon? Depuis 3 semaines. Ah, bon, bah alors vous êtes membre du Parti Socialiste, peut-être avec des responsabilités dans le futur Conseil national. Comment vous réagissez aux propos de Jérôme Guedj? Ce sont des mots, évidemment, qui sont brutaux, qui sont durs, mais des mots que je comprends en réalité très bien. J'ai moi-même été victime d'attaques très intenses, très dures, de cyberharcèlement très fort de la part, on va dire, d'une LFI sphère sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que on a raison de dire que LFI, que Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, qu'ils se sont disqualifiés du camp de la gauche, disqualifiés du camp avec lequel nous pourrions gouverner, finalement. Disqualifiés parce qu'antisémites ? En effet, par rapport à des dérives antisémites, mais aussi plus largement. Moi, je me souviens des phrases quand même de Jean-Luc Mélenchon sur Jérôme Guedj, où il parlait de quelqu'un d'attaché à la lettre de ses adhésions, si je me souviens bien. Oui, ça. Et puis, de la phrase, aussi, le sujet de l'antisémitisme. Un lâche de variété humaine qu'on connaît tous, les délateurs. Il y a l'antisémitisme qui est résiduel, mais il y avait aussi, et moi je le dis très souvent, et je le vois depuis le Parlement européen où je siège depuis le 9 juin dernier, je pense que nous n'avons pas en effet les mêmes appréciations de ce que peut être aussi parfois la démocratie à l'international. Alors ce sont les mots de Jérôme, ce ne sont pas les miens, mais oui, je comprends en effet qu'on puisse avoir cette colère. Mais vous pouvez dire Jean-Luc Mélenchon, oui, est antisémite comme il l'a dit. Je pense en tout cas qu'il a eu des propos abominables, il a rajouté. Mais moi, salopard, pardonnez-moi. Moi, je n'utilise pas l'insulte. J'ai pas envie d'insulter qui que ce soit. C'est pas ma manière de parler, mais par contre, moi, je comprends en effet une part de colère, je la comprends tout à fait. Donc quand LFI, Emmanuel Bompard, son chef, réclame des excuses, vous lui dites quoi? Il réclame à Jérôme Guedj, mais il ne faut pas qu'il s'abaisse à ça. Mais on n'a pas à rentrer pour vous. Encore une fois, moi je laisse mettre de ces mots, de ces actes. Moi en tout cas, j'estime qu'on n'a pas de leçon à prendre de la part de qui que ce soit à la France insoumise. La brutalité est souvent venue de leur camp. On a beaucoup d'entre nous, et je pense notamment d'ailleurs à Olivier Faure, notre premier secrétaire, été attaqué directement par Jean-Luc Mélenchon ou par des responsables insoumis. Moi j'estime en tout cas qu'on n'a pas à rentrer dans un jeu comme ça de ping-pong interposé, et je préférerais justement qu'il y ait peut-être un examen de conscience qui soit fait. Rachel Garabard-Carcel, elle est très forte cette parole, d'ailleurs c'est au fond ce qui va rester de ce congrès. Oui. Qu'est-ce que ça dit de la gauche et du Parti socialiste, ce besoin au fond qu'il a eu, Jérôme Guedj, de prendre à témoin les siens, ses camarades? Ce que ça dit, c'est que le débat sur Jean-Luc Mélenchon, il fait recette au Parti socialiste, aussi bien pour les anti que pour les pas totalement anti, disons. J'irai pas jusqu'à dire pro-Mélenchon, parce que... Voilà. Non, mais pour le coup, je pense qu'il faut pas tomber dans les... Enfin, vous avez raison de poser le débat de cette manière-là, parce que moi, je le dis, je ne suis plus présidente des Jeunes Socialistes, mais je suis députée européenne, je suis membre de cette direction nationale aux côtés d'Olivier Faure. Moi, je n'ai pas envie qu'on fasse de la France insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon le centre de nos débats. J'entends évidemment qu'il puisse être l'objet de discussions, de débats, parfois même de colère, comme on l'a vu ici. Mais moi, j'estime que le Parti socialiste, depuis les élections européennes, parce que justement, on a été la première force de gauche, depuis aussi les élections législatives où on a réussi à avoir 66 députés, en fait, nous sommes le cœur de la gauche. Je n'ai pas envie, finalement, qu'à chaque fois, nous ramenions de manière artificielle... Là, en l'occurrence, il le connaît très bien, Jean-Luc Mélenchon, c'est son ancien mentor au politique. C'est pour ça que je le comprends d'une certaine manière. C'est une relation entre les deux qui fait qu'il est ramené. Il y a une dimension personnelle qui est aussi très dure. Rachel Garabard-Carcel. Il y a deux choses. Il y a effectivement la dimension personnelle. Jérôme Guedj a été longtemps un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon au Parti socialiste. Ils se sont quittés, entre guillemets, déjà une première fois quand Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste en 2008. Là, Jérôme Guedj a décidé de rester dans la vieille maison, comme on dit. Et puis, il s'était rapproché au moment de la création de la NUP en 2022. Et puis, à nouveau, une séparation très, très forte à partir du 7 octobre 2023. Mais après, là, au-delà de la dimension personnelle, Jérôme Guedj, il sait très bien que, du coup, c'est de ça dont on va parler. C'est ça qui va, comme vous l'avez dit, c'est que ça qu'on va retenir. Il y a une partie d'instrumentalisation ? D'instrumentalisation, je sais pas, mais au fond, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, au Parti socialiste, le seul vrai débat, c'est celui-ci. Alors justement, au grand regret d'Olivier Faure, allez-y, je vous en prie, Laurent Geoffrin. Je vous écoute, mais pendant le congrès, il y a eu une discussion pour savoir s'il fallait, si j'ai bien compris, admettre un amendement au texte final qui dirait, ou qui disait, en tout cas, c'est celui de Maillard-Rossignol, il n'y aura aucun accord avec LFI, y compris pour des législatives. Et la majorité, donc,
refusé d'accepter cet amendement. Les discussions, il y a encore des discussions qui sont évidemment en cours. Mais vous savez quoi, le juge de paix, c'est ce que dit Maillard-Rossignol. Il se trouve qu'il s'est exprimé. On va l'écouter. Ça peut être le juge de paix. Non, mais parce que lui dit qu'il n'a pas mais la main, elle est quand même tendue. Alors vous la posez et on répondra après. Est-ce que ça veut dire, il y a eu une discussion sur cet amendement, est-ce que ça veut dire que s'il y avait une dissolution dans les 6 mois, est-ce que le Parti socialiste, ou sa direction en tout cas, serait prêt à signer de nouveau un accord de gouvernement, électoral et de gouvernement avec LFI, puisque cet amendement a été écarté. C'est ce que j'ai commencé par ça en arrivant sur votre plateau. Moi, je crois, et sincèrement, et Olivier Faure l'a dit à de nombreuses reprises, LFI s'est disqualifié. Jean-Luc Mélenchon s'est disqualifié pour finalement prétendre à pouvoir gouverner aujourd'hui avec le Parti socialiste. Et moi, je le dis très clairement, le sujet que nous avons eu au moment de la constitution du nouveau Front populaire, c'était celui de comment est-ce qu'on devait finalement construire un front pour lutter contre le Rassemblement national et l'extrême droite. Moi, j'estime aujourd'hui qu'on ne peut plus faire d'accord programmatique avec eux. J'estime qu'on ne peut plus imaginer construire finalement une majorité pour gouverner ensemble, justement parce qu'ils se sont disqualifiés. Par contre, est-ce que vous me demandez finalement de signer un signe égal, de dresser un signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national? Non, je ne le ferai pas. Mais moi, j'estime qu'il faut des alliances. Il faut des alliances au municipal avec LFI. Aucune, même locale, même au niveau d'une liste. Vous savez, moi, je suis militante à Paris, je suis élue à Paris. Aucune. Moi, je ne pense qu'il ne faut pas d'alliance avec la France insoumise. Alors, manifestement, alors que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas spécialistes du Parti socialiste, vous soutenez Olivier Faure. Nicolas Maillard-Rossignol a dit exactement ce que vient de dire Laurent Geffrin. Il a perdu sa bataille puisqu'il avait les conditions qui n'ont pas été satisfaites. Écoutez. Il y a une ligne d'ambiguïté puisque Olivier Faure ne souhaite pas sortir de l'ambiguïté dans le rapport entre le Parti socialiste et la France insoumise. Nous pensons qu'il est urgent, qu'il est attendu par les Français, qu'il est d'intérêt général que la gauche en général, que le Parti socialiste en particulier, sorte de l'ambiguïté et soit clair dans son rapport avec la France insoumise. C'est ce que nous avons proposé à travers cet amendement et nous regrettons, nous déplorons que cet amendement n'ait pas été accepté parce que c'était le seul élément qui nous séparait d'un accord. C'était le seul élément. Voilà, donc pas d'accord et pas de direction collégiale, finalement, c'est un échec, puisqu'il avait bien promis, Olivier Faure, de réunir la famille. Mais la famille... Nicolas Maillard-Rossignol, il dit pas d'alliance, c'est ça que... Pas d'accord, rien avec Jean-Luc Mélenchon. Non, moi je pense qu'il faut pas... Et manifestement, Olivier Faure ne lui a pas dit... Et c'est là où peut-être j'ai un vrai désaccord avec Nicolas Maillard-Rossignol. Oui. Moi je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas d'alliance avec la France insoumise, d'accord pour dire que Jean-Luc Mélenchon s'est disqualifié. Je suis complètement d'accord. Par contre... j'ai l'impression qu'on invente des ambiguïtés là où il n'y en a pas, justement parce qu'on n'a pas envie peut-être de voir à Nancy notre parti uni. Et là, c'est là où j'ai envie de dire que c'est un moment d'espoir ce qu'il s'est passé à Nancy. On a vu un parti socialiste déjà, contrairement à Marseille, se mettre d'accord sur ce qui s'était passé dans ce congrès, reconnaître un vainqueur, reconnaître Olivier Faure comme notre premier secrétaire. Ensuite, nous avons réussi à discuter ensemble, à débattre. Et je tiens à le dire, à gauche, nous sommes un des seuls partis à avoir des débats démocratiques. Donc oui, en effet, parfois ça peut... Donc il n'y a pas d'ambiguïté, comme le dit Nicolas Maillard-Rossignol. Il n'y a aucune ambiguïté. Alors je vais vous dire autrement. Demain, il y a une dissolution, c'est possible. Le président de la République a retrouvé ce pouvoir constitutionnel. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y aura plus aucun nouveau Front populaire? Nous, ce que nous disons, et nous l'avons dit... Vous pouvez vous engager là-dessus? Parce que quand on pose la question à Olivier Faure, il répond pas. Mais si, parce que nous l'avons dit très clairement, c'est dans nos textes, c'est d'ailleurs la ligne stratégique qui a gagné dans ce congrès. Ce que nous disons, c'est que nous voulons l'union de la gauche, de Ruffin à Glucksmann. Non, mais c'est pas ma question. C'est le périmètre. Mais si. Ma question, c'est aux législatives. Les législatives. Mais nous définissons un périmètre. Un accord avec LFI de premier tour. J'estime qu'à partir du moment où nous dressons un périmètre et nous construisons un périmètre pour l'élection présidentielle, il s'applique aussi aux élections législatives. Très bien. Quand je dis de Ruffin à Glucksmann, c'est comme ça en tout cas que nous devons construire la suite. Donc il n'y aura pas d'accord avec LFI pour des législatives? Dans tous les cas, les accords, c'est le principe du parti politique que nous sommes, un parti démocratique, doivent être votés par nos instances nationales. En tout cas, ce que nous disons aujourd'hui, et ce qui a gagné là... Oui, mais monsieur Geoffrin, ce qui a gagné là, c'est le congrès, ce qui s'est passé, c'est le congrès du Parti socialiste, et donc c'est tombé de ligne politique. Et là, ce qui a été voté par les militants, c'est un périmètre
de Ruffin à Glucksmann. C'est une ligne politique qui a été proposée et par Olivier Faure et par Boris Vallaud. J'estime que c'est ça qui m'engage, moi, en tant que responsable national du Parti socialiste. Fergan Azziari. Et dans législative aussi ou pas? Moi, j'estime que oui, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Moi, j'estime. Ça veut dire que c'est pas forcément le partagé avec Olivier Faure. À ce moment-là, lisez le texte. Moi, j'estime que c'est ça, c'est ce qu'on explique partout. De Ruffin à Glucksmann, j'ai pas l'impression qu'Olivier Faure ait dit quelque chose de différent là-dessus. Non, mais il a dit pour les présidentielles et les municipales. Mais il n'a pas dit pour les législatives. Je pense sincèrement que je crois que ça va. Personnellement, je crois que ça va ensemble. Bon, Fergan Azziari. Écoutez, moi, en vous écoutant, je suis surpris de notre capacité à éluder le sujet de fond quand on parle de l'antisémitisme à l'extrême gauche. Au risque d'en surprendre quelques-uns, moi, je ne suis pas convaincu que M. Mélenchon soit antisémite. Je pense que M. Mélenchon est un personnage opportuniste, qu'il a choisi en effet de flirter avec l'antisémitisme pour des raisons électorales, ce qu'on admet tous aujourd'hui, pour draguer ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon médiatique l'électorat, alors tantôt des quartiers, tantôt des banlieues, tantôt ce qu'on appelle aujourd'hui le vote musulman. Le sujet de fond, il est là. Et le fait est que malheureusement, toutes les enquêtes sociologiques montrent que nos compatriotes qui sont issus de l'immigration arabo-musulmane constituent, hélas, la catégorie sociologique la plus perméable, la plus sensible aux préjugés antisémites. Oui, mais elle dit qu'elle veut plus de Mélenchon. Donc ça s'appelle de la sociologie, monsieur. La Fondapol, toutes les enquêtes de la Fondapol. Pour les gens qui sont face à vous. Quand vous regardez les enquêtes sociologiques, notamment de la Fondapol, vous constatez que vous avez plus d'un musulman sur deux. Oui, mais ils ont terminé. Mais ils ont dit qu'ils d'avoir des discours essentialisants comme ça. Est-ce que je peux terminer? C'est pas possible. Ça s'appelle faire de la sociologie. Vous avez plus d'un musulman sur deux. De parler de vote musulman, comme de parler de vote juif, comme de parler de tout ça, c'est quand même complètement contraire à ce que nous défendons, à savoir l'universalisme républicain. Moi, je crois à chaque individu de pouvoir se définir. Certes, on peut être influencé par ce que nous sommes, par notre famille, par notre parcours, par plein de choses. Mais je pense, monsieur, que vous vous trompez. Et d'ailleurs, Mais la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, vous la lisez comment alors? Moi, j'estime que ce que dit monsieur, finalement, c'est s'adresser à quel électorat pour Jean-Luc Mélenchon? Moi, je crois que c'est une erreur, ce cynisme, cet électoralisme. C'est intéressant, vous êtes dans le déni, et donc vous êtes au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on parle d'antisémitisme, on ne veut pas voir d'où il vient, et on ne veut pas en tirer les conclusions. Vous êtes l'autre face de la pièce de l'identitarisme, du relativisme et de l'essentialisme. Moi, je trouve ça honteux, monsieur, oui, d'assigner des individus, des Françaises, des Français, à une identité réelle ou supposée qui impliquerait des positionnements politiques. Je ne crois pas que les juifs soient forcément de droite. Je ne crois pas que les musulmans, comme vous l'avez dit, seraient forcément antisémites. Je ne pense pas que les hommes soient forcément machistes. Je ne pense pas que les femmes seraient forcément plus sociales, plus solidaires, déformez volontairement mes propos. Non, monsieur, j'aimerais vous appeler à une forme d'exigence et une forme de rigueur intellectuelle. Vous êtes en train d'asséner des vérités, des fausses vérités. On faut dire quelque chose aux Françaises et aux Français. La politique, c'est sérieux. N'existe pas. Mais monsieur, ce n'est pas... Qui a dit aujourd'hui que l'antisémitisme n'existait pas? Qui a dit la question? Qui a dit la question? Qu'il puisse y avoir aujourd'hui, mais on a vu tellement de travaux qui ont été faits sur le sujet. Évidemment qu'il peut y avoir de l'antisémitisme dans les sociétés arabo-musulmanes. Évidemment qu'il peut y en avoir dans les sociétés chrétiennes. Évidemment qu'il peut y avoir du sexisme. Monsieur, moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Comment est-ce qu'on lutte contre l'antisémitisme? C'est précisément parce que vous ne voulez pas rentrer là-dedans que vous ne lutterez jamais contre le phénomène. L'antisémitisme chrétien, on l'a combattu parce qu'on l'a désigné. On a eu Vatican II, parce qu'il y a eu un travail d'autocritique, parce qu'on a désigné l'antisémitisme chrétien. Le fait que vous vous énerviez quand je parle d'antisémitisme musulman comme pour empêcher tout autre à l'intérieur de la culture musulmane, c'est précisément ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes face à une montée de l'antisémitisme qu'on refuse de désigner. Lorsqu'il vient d'une certaine culture en particulier. Aujourd'hui, moi, ce que je vois dans le pays, c'est qu'on a une explosion de l'antisémitisme. Partout, dans toutes les sphères de la société. Évidemment qu'il y en a aussi chez les personnes qui sont d'origine musulmane ou de confession musulmane. Plus qu'ailleurs, malheureusement. Évidemment qu'il y en a. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on lutte contre l'antisémitisme? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas que ce soit en faisant ce que vous faites, à savoir balancer des contre-vérités pour essayer de faire un bon tweet ou une bonne vidéo pour les réseaux sociaux. Fergan Azziari essayé de décrire une stratégie telle qu'il la comprend lui de Jean-Luc Mélenchon. Laurent Geoffrin. Ce qui me paraît contestable dans vos propos, c'est de reprocher aux socialistes d'être pas assez, la preuve, de lutter contre l'antisémitisme, alors qu'ils sont impeccables sur la question. Non, la preuve en est qu'on ne peut jamais désigner le problème culturel. Ils n'ont jamais été antisémites, au contraire. Mais je ne dis pas qu'ils sont antisémites. Moi, je pense ils luttent aussi contre l'antisémitisme. Vous ne lutterez pas contre l'antisémitisme? Le fait est que lorsqu'on désigne cet antisémitisme-là issu d'un certain milieu,
Vous dites que c'est du racisme, alors que toutes les enquêtes sociologiques, malheureusement, quand je dis qu'il y avait, je pense sincèrement, monsieur, que vous vous trompez. Moi, je pense qu'il faut pouvoir aborder. C'est pas un face-à-face non plus. Oui, mais je me permets parce que c'est quand même, on est sur une vidéo de. Relisez les enquêtes de la Fondation. Relisez les travaux de Gunther Yeteli, de toute cette littérature sociologique qui montre que malheureusement, l'antisémitisme est beaucoup plus répandu dans les milieux musulmans que dans les milieux non musulmans aujourd'hui. Ce que je vous reproche, c'est pas d'estimer que culturellement, il pourrait y avoir dans certaines politiques, dans certaines philosophies, dans certaines idéologies. Les religions sont une idéologie, les systèmes politiques qui en sont. Il pourrait y avoir des poncifs antisémites, des poncifs racistes. Ce que je vous reproche, c'est d'essentialiser des gens, des individus, de globaliser des populations. Les chiffres sont incontestables sur le fait que depuis le 7 octobre, il y a une montée, et là on sera tous d'accord, voire une explosion de l'antisémitisme dans notre pays, et on le voit d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe. Certains appellent ça l'importation du conflit. Revenons au Parti socialiste, si vous le voulez bien. Oui, parce que finalement, on parle de Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui polarise tout, et il y en a un qui voudrait qu'on en sorte. Olivier Faure. Alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, j'entends que parfois certains ont la tentation de faire de ce congrès un référendum pour ou contre LFI. Je leur dis simplement que tant qu'ils auront pour unique obsession LFI, ils ne feront que témoigner de la domination psychologique que la gauche radicale exerce sur eux. Un grand parti socialiste ne s'abaisse pas à la polémique permanente avec la gauche. Il prend le leadership face à la droite, face à l'extrême droite. Donc finalement, lui aussi, Olivier Faure, a eu sa salve et sa salle de socialistes debout. Arrêtons avec l'obsession Mélenchon quand il dit prenons le leadership et au fond débarrassons-nous au fond du père Mélenchon. C'est pas gagné. On y est très très loin quand on regarde les intentions de vote. Tout est à construire au PS. Bon. Qu'un chef de parti souhaite avoir le leadership sur ton camp, ça, quoi de plus normal? C'est l'objectif minimum de n'importe quel parti, chef de parti. Après, c'est sûr que je vois mal comment il peut gagner ce leadership en n'ayant qu'une seule pensée, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Il faut que le Parti socialiste trouve son identité, quelque chose à dire d'original. Au fond, le Parti socialiste est un peu toujours dans la même position que pendant l'élection présidentielle. Moi, je me souvenais très bien que les gens qu'on rencontrait au moment de la présidentielle nous disaient « Mélenchon, je vois ce qu'il propose. Jadot, je vois à peu près ce qu'il propose. Anne Hidalgo, je sais pas où elle habite, je sais pas où elle est. » Aujourd'hui, est-ce qu'on sait où sont les socialistes? Pas sûr. Faut pas exagérer, ils ont un programme quand même. On peut le contester, mais enfin, ils ont un programme. Et je suis pas sûr que... Les Français en ont vraiment conscience pour le moment. Si on leur demande une proposition, c'est difficile de la nommer. Communication. Je suis en partie d'accord avec vous. Si on lit leur texte, ils proposent des choses. Je suis d'accord, mais par exemple, je prends un sujet, le nucléaire, par exemple. Si vous prenez le programme d'Anne Hidalgo, elle est pour une sortie du nucléaire, certes à très longue échéance, mais pour une sortie du nucléaire. Vous avez raison, c'est un point de faiblesse extrême de la gauche. Ce n'est pas. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec le nucléaire. Si je finis, ce n'est pas ce qu'ont voté les députés socialistes dans différents votes depuis 2022. Donc il y a quand même des tas de sujets sur lesquels ils sont pas si clairs que ça. Sur ce point-là, c'est vrai. Pas que celui-là. Donc il va falloir travailler, en fait. Oui, en fait, et puis c'est beau de travailler. Avant de savoir. Moi ça me fait plaisir ce que vous dites là, parce qu'en fait, ça veut dire que tout est ouvert. Et moi, je peux vous le dire, moi, ce congrès, ce que j'en retiens, parce que je pense que c'est important peut-être de pouvoir le dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a un parti qui est prêt à travailler, qui est prêt à se mettre au travail ensemble et de manière unie. Parce que il y a eu quand même des mains tendues extrêmement fortes d'Olivier Faure vers Boris Vallaud, qui, dans un communiqué récemment, a annoncé sa volonté de travailler à une gouvernance ensemble, mais aussi toujours une main tendue vers Nicolas Mayer-Rossignol. Boris Vallaud, c'est quand même lui qui permettra à Olivier Faure d'avoir cette majorité. Moi, globalement, ce que j'ai envie, parce qu'effectivement, il faut préparer les élections municipales de 2026, parce qu'il faut préparer la présidentielle et les législatives de 2027, c'est d'avoir un parti qui, ensemble, travaille. Je n'ai pas envie, finalement, qu'on soit nous-mêmes nos pires ennemis. Je préfère qu'ensemble, on travaille, qu'on écrive ce projet, qu'on clarifie des choses, si vous estimez, Rachel, qu'il faut en clarifier, mais que nous ayons un projet clair, un projet fort, à présenter aux Français. Et je le pense sincèrement, nous serons prêts. Non, mais c'est important de le dire. Laurent Geoffrin. Encore une question, mais Olivier Faure a dit donc de Glucksmann à... Ruffin, c'est ça. Et quand on pose la question à ses partenaires éventuels, pas à Glucksmann, mais aux autres,
On leur dit, mais sur quoi vous allez discuter? Comment vous allez faire pour faire un accord? Puisque la primaire, si c'est une primaire, il y aura une espèce de socle commun de propositions. Ce que nous proposons, en effet, c'est une plateforme. Et donc, il y a une plateforme. Et ils répondent, la plateforme, on l'a déjà, c'est le programme du NFP. Donc vous allez reprendre le programme du NFP, quitte à Moi, je pense qu'il faut un nouveau travail. C'est d'ailleurs ce que nous proposons. À mon avis, il est complètement dépassé. Ce que nous proposons, c'est un nouveau programme, une nouvelle plateforme. De Ruffin à Glucksmann, de travailler, d'ailleurs, avec chacun qui amènera finalement au pot commun dans cette discussion ces idées qui puissent ensuite être débattues. Avec le Parti socialiste, pendant tout l'été, d'ailleurs dès la semaine prochaine, nous allons avoir des auditions avec des intellectuels, avec des forces de la société civile, des associations, des citoyens qui se sont mobilisés pour avoir à la fin de l'été, à Blois, qui est un peu notre grand moment de rentrée politique, un projet, une première esquisse de ce projet qu'on aura envie de présenter aux Français et évidemment à nos partenaires. Parce que l'idée, c'est avant de parler d'outils, donner la parole encore très rapidement à nos chroniqueurs. Vous avez chacun 30 secondes, pas plus. Juste, Rachel. C'est l'une des difficultés qu'aura le PS et la gauche, disons, non mélenchonistes dans les prochains mois, c'est qu'ils vont être beaucoup dans des discussions d'appareils sur primaire, pas primaire, quel primaire, puis quel programme, alors que Mélenchon, lui, peut faire son tour de France tranquillement. C'est sûr que les logiques d'appareil, c'est loin des Français. Le mot de la fin, rapidement, s'il vous plaît. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que de Glucksmann à Ruffin, ça fait une coalition électorale quand même assez maigre, et je me pose la question de savoir si un jour vous allez penser à la manière de convaincre notamment les électeurs du Rassemblement national ou de la droite de revenir vers vous, parce que c'est quand même une bonne partie aujourd'hui des intentions de vote, et je pense que si vous ne travaillez pas cette question-là, réponse rapidement. vous donne pas cher de vos... Non, mais vous leur tendez la main à tous les électeurs, d'où qu'ils viennent, oui ou non? Essentiel. Aujourd'hui, ce que nous portons avec le Parti socialiste, c'est finalement de construire la justice sociale dans ce pays, de construire vraiment cette République universelle, cette République sociale, et d'arriver évidemment à parler à tout le monde. Avec Olivier Faure, et je finirai par là, on a fait pendant ces derniers mois un tour de France. On est allé partout dans les territoires, y compris là où beaucoup votent pour le Rassemblement national. Merci. Pour parler politique au sens noble du terme, et évidemment pour les convaincre, on aura besoin de tout le monde. Merci Mara Fovitz. On s'arrête là, et merci à mes chroniqueurs, Laurent